Merci beaucoup, Othman. Merci à tous les membres de la Chambre syndicale des biologistes du Maroc pour cette invitation. C'est vraiment un plaisir de me retrouver parmi vous aujourd'hui pour vous parler des difficultés du groupage sanguin, donc le groupage sanguin ABO et RHD. Donc juste, je vais commencer par des brefs rappels, c'est des notions que vous connaissez certainement. Donc les groupes sanguins, merci. Les groupes sanguins érythrocytaires représentent les variations allotypiques, donc c'est des variations au sein de l'espèce humaine qui sont les antigènes, qui sont génétiquement transmises, qui sont détectées par des anticorps spécifiques. Ça, c'est une caractéristique qui nous permet de les identifier au laboratoire, des réactions antigènes-anticorps, qui sont exprimées sur les globules rouges. Et pour certains antigènes de système de groupe sanguin, ils sont également exprimés sur les tissus. Donc, les systèmes de groupe sanguin, c'est un monde très complexe. Donc, on connaît actuellement 47 systèmes de groupe sanguin avec 390 antigènes qui sont identifiés jusqu'à aujourd'hui. On continue tous les ans à en découvrir d'autres. Ils ont un caractère polymorphe et immunogène qui fait que les groupes sanguins s'opposent à la transfusion incompatible, à la grossesse incompatible et pour certains, pour les antigènes qui sont tissulaires, ils s'opposent à la transplantation incompatible. Donc, je vais commencer par le système ABO. En fait, les antigènes du système ABO, c'est le résultat d'une collaboration entre deux systèmes, le système ABO et le système H. Le système ABO, c'est le système qui a été découvert en 1900, donc c'est un système qui a 125 ans d'âge et qui est très intéressant parce qu'il intervient dans les complications transfusionnelles, mais également dans la transplantation d'organes. Donc, le système ABO, c'est un système qui est codé par un gène et qui va produire des enzymes. Il ne va pas produire directement les antigènes. Les antigènes, c'est le produit d'enzymes qui est une glycosyltransférase. Donc, elle va transférer des sucres sur la membrane des globules rouges. Et en fonction de notre groupe, si on est A, B, AB, il y aura des sucres différents qui vont être exprimés. Et en collaboration, on va appeler ça une collaboration, il y a le système H dont le gène produit aussi une transférase. Il va transférer un sucre, il va nous donner la substance H. Donc, dans le système ABO, il y a 4 antigènes. Il y a l'antigène A, l'antigène B, l'antigène AB, qui est un antigène commun aux deux antigènes A et B, et l'antigène A1. Le système H produit l'antigène H. Donc, comment ça va se traduire sur le plan phénotypique? Alors, on a les globules rouges O, donc le groupe O. En fait, dans le groupe O, il y a uniquement la substance H, qui est le produit de l'enzyme H du système H. C'est un sucre. Dans les globules rouges B, donc, sur la substance de base, qui est la substance H qu'on trouve chez les groupes O, il y a une enzyme qui va venir fixer un sucre qui est le galactose, qui va être fixé par l'enzyme B, codée par l'allèle B du gène ABO. Pour les sujets de groupe A, il y aura, donc toujours sur la substance de base H, il y aura l'antigène A qui va être fixé par l'enzyme A, produit de l'allèle A. Il faut faire attention parce qu'il n'y a pas que le A. Il y a le A, il y a aussi l'antigène A1, donc qui est le produit d'une enzyme codée par l'allèle A1, qui est différent de l'allèle A parce que cet allèle A1 va produire une enzyme qui va transformer toutes les substances H sur le globule rouge. Donc la substance A, elle est fixée sur uniquement un type de substance H. Donc vous remarquez ici sur ce globule rouge qu'il y a des substances H qui restent non transformées en A, elles sont libres, alors que quand on est A1, toutes les substances H, y compris les substances H ramifiées, vont être transformées et donc on aura à la fois sur le globule rouge A1 les A et les A1.
D'accord? Donc, chaque groupe sanguin O aura systématiquement dans son plasma les anticorps naturels dirigés contre les antigènes qu'il ne possède pas. Donc, le groupe O, il n'a pas les antigènes A, ni les B, ni les A1. Donc, au niveau de son plasma, on va retrouver les anti-A, les anti-B, les anti-AB, les anti-A1. De la même manière, chez les sujets de groupe B, on va retrouver les anti-A et les anti-A1. Chez les sujets A2, on va retrouver les anti-A1, mais pas dans tous les cas. C'est uniquement chez un certain pourcentage de sujets. A2 et chez les sujets A1, on va retrouver uniquement les anti-B parce que c'est un globule rouge qui possède à la fois les antigènes A et les antigènes A1. Donc, un groupe sanguin ABO est défini obligatoirement par les antigènes érythrocytaires, mais aussi par ses anticorps plasmatiques. Donc, à côté de ces 4 antigènes, à côté des phénotypes O, A, A2, A1 et AB, il y a aussi ce qu'on appelle les groupes faibles. Donc, il y a les A faibles et il y a les B faibles qui sont codés génétiquement. Donc, les mécanismes génétiques diffèrent, c'est des mutations, c'est des délétions, etc. Pour les sujets B, il y a également des phénotypes qui sont B faibles, c'est-à-dire que sur le plan sérologique, ils vont s'exprimer soit par une faible agglutination, soit carrément par une absence d'agglutination. Donc, étant donné que chaque groupe ABO est défini par ses antigènes et par ses anticorps naturels plasmatiques, pour faire un groupage ABO, il faut absolument rechercher les antigènes érythrocytaires et rechercher les anticorps plasmatiques par les 2 épreuves, globulaires et plasmatiques. On ne peut pas faire une épreuve sur 2. Les 2 épreuves doivent être faites obligatoirement avec les témoins qui vont garantir les 2 épreuves. Donc le témoin à l'eau, on va mélanger le plasma du malade avec des globules rouges O. On ne devrait pas obtenir d'agglutination. Et on va mélanger le sérum du malade avec ses propres globules rouges pour s'assurer qu'il n'y a pas d'auto-anticorps qui risquent d'interférer sur le groupage. Pour le système Rhésus, c'est un système qui a été découvert ultérieurement après le système ABO, et le gène RH, il code directement pour des protéines, donc contrairement au groupe ABO. C'est un système très complexe qui comporte 56 antigènes, mais l'antigène le plus intéressant, c'est l'antigène D. Pourquoi? Parce que c'est le plus immunogène. Donc c'est lui qui est responsable d'allo-immunisation le plus souvent, beaucoup plus que les autres antigènes. Donc pour faire un groupage sanguin, le minimum, c'est de faire ABO et RHD. Alors, c'est un système qui est très complexe. Il est impliqué dans les transfusions, mais également dans la maladie hémolytique néonatale. Il n'est pas impliqué en transplantation, vu que les antigènes du système Rhésus sont exprimés uniquement sur les érythrocytes. Ils ne sont pas exprimés sur les tissus, contrairement au système ABO. Donc, quand on fait un groupage RHD, il faut faire attention aux variants. Donc, il y a ici l'antigène D normal. Chaque antigène D possède 9 épitopes. S'il y a un épitope qui manque, on parle d'antigène D partiel. Et s'il y a l'antigène D complet avec ses 9 épitopes, mais qui est exprimé faiblement, on va parler d'antigène D faible. Donc, pour faire un groupage ABO-RHD, il faut respecter les exigences normatives et réglementaires. Donc, chaque pays a sa propre législation. Et nous, en tant que biologistes, on est tenus de respecter cette législation. Cette législation est relative aux réactifs, mais aussi à la réalisation et à l'interprétation du groupe sanguin. Les réactifs doivent être bien conservés, doivent être validés. Et normalement, dans chaque pays, il devrait y avoir un organisme qui fait l'expertise des réactifs de groupage avant qu'ils ne soient commercialisés. Donc, pour les réactifs du groupage ABO, pour l'épreuve globulaire, on va utiliser les antisérums, l'anti-A, l'anti-B, l'anti-AB. Alors surtout, l'anti-B ne doit pas reconnaître
le B acquis. C'est quoi le B acquis? Est-ce que vous le connaissez? Donc, le B acquis, c'est un phénomène qu'on observe chez des patients qui ont une infection digestive dans un contexte de cancer du côlon. Et le germe va fabriquer une désacétylase. Donc, ce germe produit une désacétylase donc qui va transformer le N-acétylgalactosamine, qui est le sucre immunodominant du groupe A1, en galactosamine. Et donc, ça va donner un faux groupe B. C'est un phénomène qui est transitoire, donc qui va disparaître avec les globules rouges qui ont subi cette transformation, mais il ne faut pas utiliser des réactifs qui reconnaissent ce B acquis. L'anti-AB, donc quand on fait l'épreuve globulaire, on utilise l'anti-A, l'anti-B et l'anti-AB. L'anti-AB, ce n'est pas un mélange d'anti-A anti-B, c'est un antisérum dirigé contre l'antigène AB qui existe à la fois chez les A et chez les B. Il est très intéressant, on va voir pourquoi tout à l'heure. Et bien sûr, on va utiliser les globules rouges test A1 et B. Pour l'anti-D, donc vu cette grande variabilité anti-D de D faible, de D partiel, il faut faire attention à l'anti-D que vous utilisez au laboratoire. Donc, l'anti-D utilisé aujourd'hui, c'est surtout des anti-D qui sont monoclonaux. Il faut regarder quels sont les clones qui sont contenus dans votre réactif et quels D partiels ils sont capables de reconnaître. Donc, les réactifs polyclonaux, ils sont de plus en plus délaissés. On utilise surtout des monoclonaux. Alors, il faut savoir, est-ce que votre monoclonal est IgM? Est-ce que c'est un mélange IgM-IgG? Par exemple, si vous faites la recherche du D faible par une technique COMS indirecte, il faut absolument avoir un composant IgG dans votre réactif anti-D. Une attention particulière doit être portée sur la phase préanalytique quand on fait le groupage sanguin. Cette phase, elle est très importante pour tout examen biologique, mais pour le groupe sanguin, il faut vraiment porter une attention très particulière à cet examen, à cette phase. Donc, le groupage est réalisé sur du sang total prélevé sur EDTA. C'est le meilleur anticoagulant pour réaliser un groupage sanguin. L'identification du patient, elle est très importante. Nom, prénom, date de naissance, date de prélèvement. Il faut éviter les homonymes, donc il faut s'entourer de toutes les précautions. Et puis, il va falloir comparer les informations que vous recevez sur l'étiquette par rapport à la feuille de demande. Et sur la feuille de demande, il va y avoir un certain nombre de renseignements cliniques qui peuvent vraiment nous aider à interpréter notre groupage sanguin en cas de problème. Les critères de validation de votre résultat, donc il faut que votre contrôle interne soit validé. Donc, idéalement, il faut passer le contrôle interne au moins une fois par jour, donc sur la série du jour. Les contrôles internes, c'est quoi? C'est des prélèvements de groupes sanguins connus. Donc, il faut avoir un minimum un A, un B, un O, un résus négatif et un résus positif pour pouvoir valider la série. Il ne faut pas que les réactions soient ambiguës. Donc, il faut que le positif soit franc, il faut que le négatif soit franc. Il ne faut pas qu'il y ait de double population. Il faut que les épreuves soient concordantes, surtout au niveau de la BO, donc entre l'épreuve globulaire et l'épreuve plasmatique. Il faut qu'il y ait une concordance entre les deux déterminations. Si vous faites un groupage en faisant deux déterminations par deux lots de réactifs différents, il faut que le résultat soit concordant. Et bien sûr, il faut que les témoins soient négatifs pour valider les résultats. Donc, quand on interprète un résultat de groupe sanguin, il faut faire attention aux fausses agglutinations, notamment le phénomène de rouleau, qui donne de fausses agglutinations et avec toutes les épreuves, qu'elles soient globulaires ou sériques. Il faut aussi savoir détecter les doubles populations. Donc, la double population, c'est quoi? C'est le témoin de l'existence, dans le même prélèvement, de deux populations de globules différentes. Une population qui réagit, c'est-à-dire qui porte l'antigène correspondant à l'anticorps.
Donc, ça va donner une agglutination sur un fond rose, si vous travaillez en plaque d'opaline, qui correspond à des globules rouges en suspension qui n'ont pas été agglutinés. Si vous travaillez en technique gel, vous allez avoir deux populations également, une population à la surface qui a été agglutinée, une autre au fond du gel qui n'a pas été agglutinée. La double population nécessite la connaissance du contexte clinique pour pouvoir l'interpréter. Est-ce que c'est un patient qui vient d'être transfusé? Est-ce que c'est un prématuré, donc qui n'exprime pas d'une façon suffisante les antigènes de ABO, donc parce que c'est dû à son immaturité? Est-ce qu'il s'agit d'une greffe de moelle osseuse, donc un patient qui a été greffé, qui est en train de changer de groupe sanguin? Est-ce que c'est un chimère? Donc il faut avoir les renseignements cliniques. Donc le meilleur garant d'un résultat correct pour le groupage ABO, c'est la concordance entre les deux épreuves globulaires et plasmatiques. Et toute difficulté de groupage, elle va se traduire par une discordance entre les deux épreuves. Voilà, donc on passe aux quelques exemples de difficultés qu'on va voir aujourd'hui. Alors le premier cas, c'est un groupage ABO. Donc, au niveau de l'épreuve globulaire, il n'y a aucune agglutination, ni avec l'anti-A, ni avec l'anti-B, ni avec l'anti-AB. Au niveau de l'épreuve plasmatique, il y a un anticorps anti-B. Les deux témoins sont négatifs, donc ça veut dire que notre épreuve globulaire et notre épreuve plasmatique sont validées. Il n'y a pas eu d'erreur ou de problème de réactif, etc. Donc les résultats qu'on voit ici sont justes, mais il faut les interpréter. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, ça peut être un A faible. En fait, ce qu'il faut faire, il faut interpréter chaque épreuve à part. Donc, d'après l'épreuve globulaire, c'est un groupe O. D'après l'épreuve plasmatique, c'est un groupe A. Donc, il y a une discordance entre les deux épreuves avec les témoins qui sont négatifs. Et donc, a priori, au niveau de l'épreuve globulaire, il y a une insuffisance d'agglutination parce qu'on s'attend à ce qu'il y ait une agglutination avec l'anti-A. Donc ça peut être un A faible non agglutinant, parce que dans les A faibles, vous avez, si vous voulez, deux types de A faibles. Il y a les A faibles qui agglutinent, mais d'une façon faible. Il y a les A faibles qui n'agglutinent pas du tout, et c'est notre cas ici. Donc comment on va confirmer notre résultat? Non, ce n'est pas avec du salin. En fait, il y a une insuffisance au niveau de l'épreuve globulaire, donc on va essayer de la sensibiliser encore plus pour prouver la présence de l'antigène faible. Donc il y a différentes techniques qui se font dans les laboratoires spécialisés, l'épreuve de fixation élution. On peut rechercher les substances A dans les sécrétions, parce que le système ABO, c'est un système qui est ubiquitaire, donc on peut aller chercher les substances A, pas sur les érythrocytes, mais dans les liquides tels que la salive. Et on peut aussi résoudre le problème par les techniques de biologie moléculaire. Donc on peut aller chercher l'allèle A tout simplement par la biologie moléculaire. Voilà, on passe au deuxième cas. Donc là, vous avez au niveau de l'épreuve globulaire, il y a une agglutination avec l'anti-B, l'anti-AB. Donc a priori, c'est un groupe B. Par contre, au niveau de l'épreuve plasmatique, il n'y a pas d'agglutination, alors qu'on s'attendrait à ce qu'il y ait des anti-A1. Mais là, il n'y en a pas. Donc là, l'insuffisance, elle trouve au niveau de l'épreuve plasmatique. Donc, à quoi est-ce que vous pensez dans cette situation? Pardon? Oui, ça peut être une immunodéprimée. Mais avant de passer à cette hypothèse, il faut bien vérifier qu'il n'y a pas d'hémolyse au niveau de l'épreuve plasmatique sur les globules rouges A1. Parce qu'il y a des patients qui peuvent avoir des anti-A qui sont IMA, qui sont fortement hémolysants. Ce n'est pas les anti-A naturels et qui vont, surtout si vous travaillez sur un prélèvement frais qui contient encore du complément,
Donc ils peuvent venir hémolyser vos globules rouges test O. Il y aura une absence d'agglutination, mais là vous allez voir une hémolyse. Donc première chose à faire, c'est d'éviter, c'est de vérifier si vous n'avez pas un aspect d'hémolyse au niveau de l'épreuve plasmatique avec les globules rouges A1. C'est la cause la plus fréquente en fait de discordance de ce genre, de ce type. Ça peut être aussi, comme l'a dit notre collègue, un taux faible d'anticorps. Donc on peut voir chez le nouveau-né. C'est pour cela que sur la feuille de demande, il est très important d'avoir la date de naissance. Donc chez le nouveau-né jusqu'à l'âge de 6 mois, on peut avoir une épreuve plasmatique qui est totalement négative et c'est normal. Chez l'immunodéprimé, dans les cas d'hypogammaglobulinémie congénitale ou acquise, donc il faut demander les renseignements cliniques s'ils ne sont pas sur la feuille de demande avant de valider le groupe. Alors la résolution, comment on va faire? S'il s'agit d'anticorps IMA qui ont hémolysé les globules rouges. Donc qu'est-ce qu'il faut supprimer du plasma? Il faut supprimer le complément. Donc il faut chauffer. Notre collègue immunologiste vous dit qu'il faut chauffer pour... Donc on va prendre le plasma, on va chauffer à 56 degrés, on va éliminer le complément et on va reprendre l'épreuve plasmatique. Normalement, ça va se rétablir. Oui. Mais si c'est une urgence transfusionnelle, vous ne pouvez pas attendre le lendemain. On va chauffer le plasma, on ne va pas chauffer les globules rouges. 56 sur le plasma, pas sur le sang total en fait. Il faut chauffer à 56 degrés le plasma, on détruit le complément et on reprend l'épreuve plasmatique. Parfois, vous n'avez pas le luxe d'attendre jusqu'à demain parce qu'il y a des groupes il y a des résultats à rendre en urgence parce qu'il y a un besoin transfusionnel urgent. Mais je suis d'accord, si le tube traîne même pendant une matinée sur la paillasse, il n'y aura plus de complément et le problème va disparaître. Si on rentre au négatif, pourquoi négatif? Oui, mais le stock de sang O négatif, il doit être réservé au O négatif. Il faut rationaliser aussi le stock. Donc, si on a les moyens de résoudre le problème et de donner le groupe adéquat et juste, on va faire le nécessaire. Alors, sinon, s'il s'agit d'une insuffisance en termes d'anticorps, on peut essayer de sensibiliser l'épreuve plasmatique en faisant l'épreuve plasmatique en tube et en incubant à plus 4 degrés parce que c'est l'optimum thermique des anticorps du système ABO. Et la confirmation, bien sûr, s'il s'agit d'un immunodéprimé, c'est le dosage des immunoglobulines, c'est l'immunoélectrophorèse. Donc ça, c'est plutôt l'apanage des immunologistes. Ensuite, troisième difficulté, donc nous avons ici une épreuve globulaire en faveur d'un groupe A, une épreuve plasmatique en faveur d'un groupe O. Donc là, il y a une discordance. Les témoins sont négatifs, donc les deux épreuves sont garanties. Donc faites attention, ici, on a utilisé des globules rouges A, des globules rouges B, un indice. Donc là, on ne sait pas si les globules rouges A, est-ce que c'est des A1 ou est-ce que c'est des A2. Mais on ne peut pas rendre le résultat avant de résoudre la difficulté. Alors, quelles sont vos hypothèses? Il faut travailler. Oui, il faut travailler avec les hématies A1 et A2. Les O, c'est le témoin, à l'eau, c'est déjà fait et il est négatif. Donc là, il faut suspecter, devant cette discordance, il faut suspecter un phénotype A2
qui a des anticorps anti-A1. Le A2, ce n'est pas un A faible. Donc, au niveau du groupage, il va se comporter exactement comme un A1. Ce n'est pas un A faible, donc il va donner une agglutination comme un A1 exactement au niveau de l'épreuve globulaire. Mais certains A2, pas tous, ils peuvent avoir des anti-A1 parce qu'ils n'ont pas l'antigène A1. Donc, ils peuvent avoir des anticorps anti-A1. Donc, ce qu'il faut faire, donc, tout d'abord, juste un petit rappel sur les A1. 2% des sujets A2 ont un anti-A1, donc c'est un anticorps naturel, mais qui est irrégulier, il n'est pas régulier. 25% des sujets A2B ont un anti-A1. Il est possible de reconnaître l'antigène A1, donc au niveau du laboratoire. Il y a des réactifs anti-A1 qui peuvent nous permettre d'ailleurs de sélectionner les hématies A1 pour faire l'épreuve globulaire, l'épreuve plasmatique, pardon. Et il est aussi possible de rechercher la substance H aussi pour confirmer qu'il s'agit d'un A2. Rappelez-vous que dans un phénotype A2, toute la substance H n'a pas été transformée en A. Donc il reste de la substance H libre et on peut la détecter en utilisant un anti-H. Donc, comme l'a dit le collègue, il faut reprendre l'épreuve plasmatique en utilisant des globules rouges test A1 et A2. Et au niveau de l'épreuve globulaire, il faut confirmer qu'il s'agit d'un A2 en utilisant les réactifs anti-A1 et anti-A2. Donc, avec l'anti-A1, on va obtenir une réaction qui est négative parce que les phénotypes A2 ne possèdent pas l'antigène A1. Par contre, il va y avoir une réaction avec l'anti-H parce que sur les A2, il reste des sucres H qui n'ont pas été transformés en A. Donc, voici ce qu'on va obtenir. Au niveau de l'épreuve globulaire, ça ne change rien du tout. Agglutination avec l'anti-A, l'anti-AB. L'anti-A1 est négatif. Les globules rouges A2 n'ont pas d'antigène A1. L'anti-H va réagir, mais il ne va pas réagir à 3 croix parce que sur les globules rouges A2, il y a de la substance H qui a été transformée en A, il y a de la substance H qui n'a pas été transformée. Donc ce n'est pas la même intensité de réaction que si on avait fait réagir l'anti-H avec des globules rouges O. Avec les globules rouges O, on va obtenir une agglutination à 3 croix. Au niveau d'épreuve plasmatique, réaction avec les globules rouges A1 et les globules rouges B. Donc là, on confirme qu'il s'agit d'un anti-A1. Et les témoins sont négatifs, donc les garants des deux épreuves. Alors, qu'est-ce qu'on fait de cet anti-A1 au niveau de la transfusion? Les anti-A1, ils ont un titre faible, ils ne réagissent qu'à 4 degrés, donc ils ne sont pas dangereux en transfusion. Alors, si on a le luxe de donner du O à ce patient, on va lui donner du O, mais on peut lui donner du A aussi si on n'a pas du O dans le stock et il n'y aura pas d'accident transfusionnel. Quatrième difficulté, donc, il s'agit d'un patient qui montre une agglutination faible avec une double population au niveau de l'anti-A. Il agglutine aussi avec l'anti-B, l'anti-AB. Au niveau de l'épreuve plasmatique, on a des anti-A. Les témoins sont négatifs, donc les deux épreuves sont garanties. Donc là, au niveau de l'épreuve globulaire, à quoi qu'est-ce que ça peut évoquer? Donc c'est un A faible. C'est un A faible B qui a des anticorps anti-A. Normalement, un A faible B comme un AB, il devrait avoir une épreuve plasmatique qui est négative. Mais là, on a des globules rouges A. Donc, il s'agirait d'un A faible B qui a des anticorps anti-A1. Et donc, les erreurs du...
Donc, ce que vous voulez dire, c'est qu'il s'agit d'un patient qui a été transfusé. C'est pour ça qu'on a la double population. Oui, mais en général, quand on rattrape dès les premiers millilitres, on ne va pas retrouver la double population au niveau du groupage. On pourrait penser, vu l'aspect de double population, on pourrait penser à un sujet qui est de groupe B, par exemple, qui aurait reçu du O. Ce n'est pas une erreur de transfusion, c'est une transfusion compatible, ce n'est pas une transfusion en isogroupe. Mais là, on aurait retrouvé aussi une double population au niveau de l'anti-AB. Ce n'est pas le cas ici, donc ce n'est pas un patient qui vient d'être transfusé. Donc la résolution, c'est pareil comme dans l'autre cas, il faut reprendre l'épreuve sérique avec des globules rouges A1 et des globules rouges A2. Et donc là, ce qu'on obtient, c'est une agglutination avec les globules rouges A1. Donc c'est un A faible B qui a des anticorps anti-A1. Donc c'est important de travailler au niveau de l'épreuve plasmatique avec des globules rouges A1 pour éviter ces discordances de groupe entre les deux épreuves. Cas suivant, il s'agit d'une épreuve globulaire avec agglutination au niveau de l'anti-A, de l'anti-AB. Au niveau de l'épreuve plasmatique, agglutination avec les globules rouges A1 et B. Donc là, il y a une discordance entre les deux épreuves. Au niveau de l'épreuve globulaire, la conclusion, c'est un groupe A. Mais là, vous avez un groupe O. Donc il y a une discordance. Si on va regarder les témoins, le témoin auto est négatif. Donc l'épreuve globulaire est garantie, il n'y a pas de souci. Par contre, le témoin allo est positif. Je vous rappelle que le témoin allo, c'est une réaction entre le plasma du malade avec un mélange de globules rouges O. Donc on ne devrait pas obtenir d'agglutination ici avec les globules rouges O, sauf si le patient a dans son plasma des anticorps autres que les anti-A et les anti-B. Et que... Pardon ? Non, ce n'est pas des médicaments, c'est des anticorps anti-érythrocytaires, autres que les anti-A et les anti-B. Et comme par hasard, on a utilisé des globules rouges test qui expriment l'antigène correspondant à cet anticorps-là. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas ? Il faut tout d'abord rechercher la spécificité de cet anticorps. Donc, on va faire une recherche d'agglutinine régulière. Si vous travaillez sur plaque d'opaline, les anticorps qui donnent un témoin allo positif, ce sont les anticorps qui réagissent sur une plaque d'opaline à température ambiante sans artifice technique. Donc, ce sont les anticorps de type IgM. Et les anticorps de type IgM, ce sont les anticorps naturels irréguliers, donc les anticorps du système P, les WIS, MNS, les anti-H des sujets A1 et A1B. Et donc, il va falloir les rechercher en mettant le plasma du malade avec les globules rouges du panel de la RAI dans les conditions optimales pour ces anticorps, c'est-à-dire qu'on va faire une RAI à la température ambiante sans artifice technique. Et donc, dès qu'on retrouve la spécificité de l'anticorps, il va falloir recommencer l'épreuve sérique avec des globules rouges qui ne possèdent pas l'antigène en question. Donc, pour notre patient, on a fait la RAI, on a trouvé un anticorps anti-grand M. Donc, on a refait l'épreuve plasmatique en choisissant des globules rouges A1 et B, et O aussi, pour le témoin allo, qui sont grand M négatifs. Et là, on a refait l'épreuve globulaire, l'épreuve plasmatique et les témoins. On a un A au niveau de l'épreuve globulaire, un A aussi au niveau de l'épreuve plasmatique, avec des anti-B. Le témoin allo s'est négativé, donc on a pu valider le groupe. Il s'agit d'un patient de groupe A.
L'anti-M, alors l'anti-M, dans la majorité des cas, il n'est pas dangereux, mais il faut faire attention, il y a des anti-M qui sont très hémolisants. Et donc, il faut rechercher le pouvoir hémolisant de l'anti-grand M et éviter de transfuser le patient avec des concentrés de globules rouges qui sont grand M positifs. Donc, il faut respecter l'ABO, le Rhésus, le phénotype Rhésus-Kell, c'est un polytransfusé. Et en plus, sur les globules rouges compatibles, va falloir vérifier qu'ils sont grand M négatifs, ce qu'on appelle le phénotypage ciblé. Alors, difficulté suivante. Donc là, on a une épreuve globulaire où il y a des agglutinations avec tous les antisérums. Au niveau de l'épreuve plasmatique, il y a une agglutination avec tous les globules rouges. Et les deux témoins sont positifs. Donc là, on est face à un aspect de panagglutination, tout est positif. Par contre, donc, vous voyez, il est très important de coter les réactions d'agglutination parce que toutes les agglutinations n'ont pas la même intensité. Avec l'anti-A, c'est une agglutination qui est faible. Quand on met une croix entre parenthèses, ça veut dire que c'est une agglutination qui est faible. Là aussi, au niveau de l'épreuve plasmatique. Donc, quand vous avez une panagglutination, c'est une agglutination avec tous les antisérums, avec toutes les hémacitestes, il y a deux choses auxquelles il faut penser. En fait, à supposer que nous avons bien vérifié, on a travaillé avec des réactifs qui n'ont pas été contaminés par d'autres globules rouges, etc. L'hypothèse à laquelle il faut penser, c'est soit un phénomène de rouleau, parce que le phénomène de rouleau, il interfère sur les deux épreuves. Et là, ce résultat, il est plus en faveur d'un phénomène de rouleau parce que vous avez des agglutinations qui sont parfois faibles. Ce ne sont pas de vraies agglutinations. Soit il faut penser à un auto-anticorps donc qui va perturber aussi les deux épreuves, surtout que le témoin auto est positif. Donc comment on va départager entre les deux? Non, c'est plutôt l'auto-anticorps qui donne un aspect homogène. Mais dans le phénomène de rouleau, on va avoir une agglutination importante. La même intensité, c'est quand il s'agit d'un auto-anticorps. Parce que l'auto-anticorps, il va réellement agglutiner un antigène de grande fréquence, un antigène public. C'est une vraie agglutination avec l'auto-anticorps. Mais avec le phénomène de rouleau, c'est une fausse agglutination. Il n'y a pas de réaction antigène-anticorps. Donc on peut avoir des intensités plus ou moins faibles. Donc comment on va faire la part des choses entre une vraie agglutination qui est due à un auto-anticorps et à un phénomène de rouleau? Avant de laver les globules rouges, il faut savoir quel est le problème avant de passer à la résolution. C'est très simple, on va prendre, si vous travaillez sur plaque d'opaline, vous le faites directement, sinon vous allez refaire votre groupe, soit sur une lame en verre, ou on va aspirer un tout petit peu de la suspension, on va l'observer au microscope au grossissement 10, et ça va nous permettre de faire la différence entre l'aspect du phénomène de rouleau et l'aspect d'une vraie agglutination. Parce que les étapes suivantes, la résolution dépend de la cause de cette interférence. Donc, voici l'aspect des rouleaux. C'est des hématies qui sont entassées en pile d'assiettes. Parce qu'il y a une forte protéinémie au niveau du sang, ce n'est pas une vraie agglutination, mais comme il y a un excès de protéines et que l'excès de protéines favorise le rapprochement des hématies, donc on va avoir ce phénomène. Ce n'est pas une vraie agglutination, alors que si c'est une vraie agglutination qui est due à un auto-anticorps, on va obtenir au microscope cet aspect-là, donc c'est un agglutinat, un vrai agglutinat. Alors, pour notre patient, c'était un phénomène de rouleau. Donc, les circonstances, c'est quand il y a une forte concentration en fibrinogène ou en protéines. C'est le cas des protéines monoclonales qu'on voit dans les myélomes
ou dans les cirrhoses. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre l'épreuve globulaire? Il suffit de prendre le culot de globules rouges, on va laver avec l'eau physiologique pour éliminer l'excès de protéines. Et on va refaire l'épreuve globulaire en utilisant nos antisérums. Pour l'épreuve sérique, il va falloir aussi diminuer la concentration de protéines au niveau du plasma. Donc il suffit de faire une dilution avec de l'eau physiologique et de reprendre notre épreuve sérique. Donc quand on a fait ces étapes, voici ce qu'on a obtenu chez notre patient. Vous voyez les faibles agglutinations, elles ont disparu. On a gardé uniquement les agglutinations à 3 croix qui sont franches. L'épreuve globulaire est en faveur d'un groupe B. L'épreuve plasmatique est également en faveur d'un groupe B. Les témoins sont négatifs. Les deux épreuves sont concordantes, donc on peut rendre notre résultat. Alors, on passe à la difficulté numéro 7. Je pense que c'est la dernière. Donc, au niveau de l'épreuve globulaire, agglutination à 3 croix avec les 3 antisérums. Au niveau de l'épreuve plasmatique, agglutination à 3 croix également avec les globules rouges A1 et les globules rouges B. Et les témoins sont tous les deux positifs. Alors pour les témoins, quand vous avez un témoin auto qui est positif, il faut penser à un auto-anticorps. Il ne faut pas penser à un anticorps naturel irrégulier parce que le témoin allo ici n'a plus de sens si le témoin auto est positif. Parce que l'auto-anticorps, il réagit avec des antigènes de grande fréquence qu'on va retrouver sur les globules rouges O du témoin allo et également sur les globules rouges qu'on va utiliser au niveau de l'épreuve plasmatique. Donc, là, il faut bien regarder l'intensité des réactions. Donc, c'est une intensité égale. 3 croix, c'est intense. Donc, ça nous fait penser à plutôt une vraie agglutination. Ce n'est pas un phénomène de rouleau. Et bien sûr, là aussi, il faut observer au microscope, vérifier si c'est un aspect de vraie agglutination ou un aspect de rouleau. Donc, là, on est plus sur la piste d'un auto-anticorps. Comment on va confirmer qu'il s'agit d'un auto-anticorps? On va faire la RAI, il va être positive avec toutes les hématies du panel. On peut pousser aussi, faire un COMS direct qui va être positif. Donc là, quelle est la démarche qu'on va adopter pour résoudre cette difficulté de groupage? Donc, je vous rappelle qu'on a une discordance entre les deux épreuves, les témoins sont positifs. À ce stade, on ne peut pas rendre le résultat du groupe. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il faut se débarrasser de l'auto-anticorps qui interfère, que ce soit au niveau de l'épreuve globulaire, que ce soit au niveau de l'épreuve sérique. Donc, pour l'épreuve globulaire, on va prendre les hématies, le culot d'hématies, qu'on va laver avec de l'eau physiologique, mais cette fois-ci qui est préchauffée à 37 degrés, parce que les auto-anticorps qui interfèrent sur l'épreuve, sur le groupage sanguin ABO, en général, ce sont les auto-froids, parce qu'ils agglutinent sans artifice technique. Donc il faut les éliminer. Et donc pour les décrocher, on va utiliser de l'eau physiologique préchauffée à 37 degrés pour les mettre dans les mauvaises conditions en fait, et on va déplacer la réaction antigène-anticorps et on va décrocher les auto-anticorps. Alors parfois on peut utiliser la chaleur, mais ce n'est pas très recommandé parce que ça va donner une hémolyse et ça va rendre l'interprétation de l'épreuve globulaire un peu difficile. Pour l'épreuve plasmatique, qu'est-ce qu'on va faire pour se débarrasser des auto-anticorps? Il y a une méthode plus facile. On va adsorber les auto-anticorps sur des hématies, idéalement sur les hématies du patient lui-même, parce que les anticorps, ce sont des auto-anticorps, ils vont se fixer sur les auto-antigènes. Donc on va faire des passages comme ça pour éliminer l'auto-anticorps. Alors parfois, les patients qui viennent avec un auto-anticorps peuvent avoir des anémies hémolytiques auto-immunes, ils sont anémiques.
Donc on ne pourra pas avoir assez de culots pour faire les passages. Parfois, ils sont déjà transfusés. Donc parfois, ils sont loin et le service clinique ne peut pas vous acheminer rapidement d'autres prélèvements si vous voulez demander. Donc on est obligé de faire des adsorptions sur d'autres hématies, pas celles du patient. Mais pour cela, il faut prendre une précaution. Il faut choisir des hématies de quel groupe? De groupe O, parce qu'il ne faut pas faire disparaître les anti-A et les anti-B du patient. Il faut qu'on puisse les retrouver après les adsorptions. Donc, on va choisir des globules rouges O. On va adsorber cette fois-ci à plus 4 degrés parce que c'est la température optimale pour fixer les auto-anticorps. Et ensuite, on va reprendre les deux épreuves avec les hématies lavées. Donc là, vous voyez, on n'a aucune agglutination. Là, il y a une agglutination avec les globules rouges A1 et B. Et les témoins sont devenus négatifs. Donc là, on a une concordance. C'est un groupe O. Voilà. Alors, juste, je vais attirer votre attention sur l'importance de l'utilisation, de la réalisation des deux épreuves obligatoires, l'épreuve globulaire et l'épreuve plasmatique. Imaginez si vous avez réalisé juste l'épreuve globulaire pour ce patient. Vous auriez rendu quel groupe? AB. Alors que réellement, c'est un patient qui est O. Donc c'est primordial, c'est obligatoire de réaliser les deux épreuves. Parfois, le technicien, il est seul l'après-midi, il est de garde, il a beaucoup de choses à faire. Parfois, il peut prendre les choses à la légère et faire uniquement une épreuve globulaire, croyant que de cette façon, il va faire vite, il va rendre un résultat. Donc non, il faut que ce soit strictement interdit, parce que si on ne fait pas les deux épreuves, on ne va pas se rendre compte de la discordance. On peut rendre un groupe AB chez un patient qui est O et les répercussions transfusionnelles peuvent être graves. Donc, un patient qui est de groupe AB, il va recevoir du sang AB ou A ou B alors qu'il est O, donc ça peut être fatal. Donc faites attention, il faut vraiment réaliser les deux épreuves. Voilà, donc j'aurai fini, je suis dans le temps. Pour les difficultés du RHD, donc j'ai choisi de ne pas en parler, faute de temps, mais les difficultés RHD, elles sont plutôt du type discordance entre les deux déterminations. Donc, comme on fait les deux déterminations par deux lots de réactifs différents, dans les réactifs, il y a des clones différents qui peuvent reconnaître certains épitopes et ne pas reconnaître d'autres. Donc s'il s'agit d'un groupe D partiel, on va avoir une réaction négative avec tel réactif, une réaction positive avec tel réactif. Donc les difficultés du groupage RHD, elles sont inhérentes à ces variants, surtout D partiels. Donc quand vous avez une discordance, n'hésitez pas à adresser le prélèvement à un centre de référence parce que seules les techniques moléculaires peuvent nous permettre de déterminer le type du variant D. Voilà. Donc, en conclusion, le groupage sanguin, c'est un examen de réalisation simple. Par contre, il faut vraiment s'entourer de toutes les précautions, respecter la législation, respecter les normes pour éviter des erreurs qui peuvent être fatales, surtout dans un contexte transfusionnel. Voilà, je vous remercie.